Déjà, bonsoir, mesdames, messieurs en visio, mais aussi chers étudiants de Sciences Po Lille. Donc, nous sommes ravis avec Firdaus ici présente, nous deux ambassadrices de la majeure stratégie intelligence économique, gestion des risques, alias SIGRE, de vous présenter donc cette conférence métier. Déjà, pour parler aussi un peu de SIGRE, elle est justement à l'image de la pluridisciplinarité de Sciences Po Lille. Grâce à cette majeure, il est possible justement de s'orienter dans différents domaines, hein, des domaines diplomatiques, mais aussi des domaines de la défense, de la sécurité ou justement des relations internationales. Cependant, aujourd'hui, on a décidé justement de vous amener vers un domaine dont on parle peu, mais qui reste tout aussi important dans le domaine diplomatique, c'est-à-dire les métiers consulaires. Donc déjà, qu'est-ce qu'un consulat? Au final, il s'agit en réalité d'une représentation diplomatique à l'étranger ayant pour mission justement de protéger, mais d'aussi d'accompagner les ressortissants français, dans notre cas, à l'étranger. Donc, travailler au sein d'un consulat amène justement à une pluridisciplinarité et à un environnement riche, mais pas que. À la fin, on peut aussi justement y avoir des débouchés qui sont tout aussi nombreuses et diverses. Donc, pour vous en parler plus en détail, nous avons l'honneur d'accueillir quatre diplômés de Sciences Po Lille qui ont exercé des fonctions consulaires diverses et variées. On a avec nous aujourd'hui Hélène Châtel, qui a été vice-consul et chef de service social au Consulat général de France à New York de septembre 2015 à août 2019. Ensuite, Pierre-Emmanuel Animel, attaché de coopération au Consulat général de France à Jérusalem de janvier 2021 à août 2024 et il vous parlera de la particularité de ce consulat. Ensuite, Margot Gallo, responsable communication et relations publiques au Consulat général de France à Recife de avril 2017 à avril 2018. Et enfin, Lucie Storch, chargée de mission presse au Consulat général de France à Munich de septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Nos intervenants, donc, ils vous partageront avec vous leur parcours académique et professionnel, leur expérience au sein des consulats et leur métier actuel. La conférence se poursuivra ensuite par un temps d'échange avec vous où vous allez avoir l'occasion de leur poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Nous vous remercions enfin chaleureusement pour votre présence et vous souhaitons une bonne conférence. La parole est à vous. Euh, Madame Chatal, vous pouvez commencer. Oui, merci, merci beaucoup de m'avoir convié. Je vous souhaite donc bonjour à toutes et tous. Je ne suis jamais revenue, même en visio, à l'IEP depuis que j'en ai été diplômée en 2008. Et donc, c'est un grand plaisir voilà, de pouvoir partager ma petite expérience avec vous et vous donner quelques conseils pour la préparation de votre parcours si vous êtes intéressé par les métiers consulaires. Donc de mon côté, j'ai été donc diplômée en 2008, donc promotion Hemingway, et j'avais choisi à l'époque la spécialité communication publique à Sciences Po. Je ne me prédestinais pas particulièrement à une carrière au ministère des Affaires étrangères, dont voilà, je n'avais pas d'attache particulière avec ce ministère, aucun fonctionnaire d'État parmi mes proches. Mais donc j'ai découvert à mon retour de la troisième année à l'étranger, les opportunités de stage que proposait le ministère. Et voilà, c'est plutôt l'envie de repartir à l'étranger qui m'a orientée sur le ministère pour un stage. Donc j'ai eu la chance de faire un stage en chancellerie politique à Niamey à l'époque, en 2006. Et puis ensuite, pendant mon stage, j'ai rencontré des volontaires internationaux qui étaient sur place à Niamey, qui m'ont expliqué en quoi consistait le volontariat international au ministère, les différentes missions, les voies d'accès, les modalités de candidature. Et donc, ça m'a encouragée à postuler. Donc, je suis ensuite partie en volontariat international au sein de notre ambassade au Bangladesh, où j'ai travaillé au service de coopération et d'action culturelle, donc sur quelque chose d'assez différent. Et puis, à l'issue de mon volontariat international, je ne me sentais pas forcément capable de passer les concours de catégorie A du ministère.
J'avais pas beaucoup de temps pour les préparer et pas de langue rare dans mon portefeuille de compétences. Donc j'ai passé le concours de secrétaire de chancellerie, du concours de catégorie B du ministère, qui attire maintenant beaucoup de diplômés des IEP. Voilà, c'est un concours qui demande moins de préparation et pour lequel l'anglais est la seule langue obligatoire. Donc j'ai eu ce concours et j'ai travaillé en ressources humaines. Et puis ensuite, pour mon départ à l'étranger, j'ai choisi donc la filière consulaire pour les catégories B. Et je suis partie donc à New York où j'ai exercé 4 ans au service social du consulat. Donc voilà, nos consulats à l'étranger font énormément de choses. Les collègues qui sont avec nous ce soir vous parleront sans doute d'autres missions des consulats, peut-être les missions très particulières de certains consulats comme Jérusalem ou les missions plutôt culturelles ou d'influence de nos consulats. Mais moi, voilà, je voulais me concentrer sur vraiment la première mission des consulats qui est le service aux Français. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans mon expérience, c'est le service au public. On est vraiment dans un service au public, dans du concret. Donc c'est une expérience très gratifiante que ce contact quotidien avec le public. On peut exercer vraiment des missions où on se sent utile, où on voit directement le résultat de notre action en faveur des Français. Donc, dans un service social consulaire, nous organisons un programme de bourse scolaire pour les enfants français qui sont scolarisés dans les établissements à l'étranger. Nous versons des aides sociales. Nous organisons des rapatriements lorsque cela est nécessaire. Donc, rapatriement psychiatrique, rapatriement pour indigence, rapatriement pour raisons sanitaires, plus généralement. Donc, voilà, une large palette de missions dans lesquelles on peut se sentir vraiment utile. Quand on exerce ces fonctions, on est aussi assez rapidement en position d'encadrement d'une petite équipe, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres métiers du ministère des Affaires étrangères. Donc, moi, à New York, j'avais une petite équipe qui était constituée de 2 agents et nous gérions ensemble l'aide aux Français de l'étranger à New York. Donc c'était très varié. On travaille aussi à l'amélioration du service que l'on rend aux Français. Donc c'est véritablement très gratifiant. Et j'ai poursuivi ensuite en consulaire sur mon deuxième poste à l'étranger, puisque je suis ensuite partie 4 ans en Slovaquie, où je gérais à la fois les aspects consulaires et les aspects de gestion de l'ambassade. Voilà, donc je dirais que le consulaire, pour moi, c'est vraiment une politique à impact, une politique du ministère à impact très visible. C'est aujourd'hui l'un des services du ministère des Affaires étrangères, l'un des métiers du ministère des Affaires étrangères, qui est vraiment un laboratoire de modernisation de l'État, qui est reconnu au sein du gouvernement, puisqu'on offre aux Français de l'étranger, qui sont donc plus de 1,7 million Français inscrits à l'étranger auprès de nos consulats. On leur offre des services qui sont innovants. On essaye vraiment d'améliorer les services qu'on leur propose, avec par exemple le vote par Internet pour certaines élections, la dématérialisation de l'état civil, la certification de l'identité numérique, voilà, des enquêtes de satisfaction, des missions de conseil pour améliorer la gestion des flux, améliorer nos espaces d'attente, améliorer la qualité de l'accueil, mieux accueillir aussi les victimes de violences, notamment les femmes qui peuvent être victimes de violences à l'étranger. Donc il y a un vrai souci d'amélioration de la qualité de service. Et quand on travaille sur ces missions, c'est vraiment un investissement qui peut être très, très intéressant. Voilà. Donc, je dirais que ce sont des fonctions très riches, très variées, et dans lesquelles on peut aussi avoir à gérer des crises. Donc, pour moi, ça a été le cas quand j'étais en Slovaquie avec la pandémie. Donc, tous les collègues qui étaient en consulat pendant la pandémie ont eu à gérer des aspects liés à la crise pandémique. Et puis, en Slovaquie, j'ai aussi contribué à l'effort d'accueil des Français qui quittaient l'Ukraine au début de la guerre.
Voilà, donc après ces 2 postes à l'étranger, j'ai pu évoluer sur de nouvelles fonctions, donc en catégorie A. Et maintenant, je suis toujours un peu les aspects consulaires dans mon poste actuel auprès de la secrétaire générale du Quai d'Orsay, où je prépare en lien avec la direction des Français à l'étranger les séquences qui peuvent concerner les thématiques consulaires pour la secrétaire générale, entre autres parmi mon nouveau portefeuille. Voilà, donc je dirais que c'est pour conclure que les métiers consulaires sont vraiment attractifs et il n'y a pas de fermeture entre les métiers consulaires et les autres métiers du ministère. Donc moi, je pourrais maintenant évoluer, si je souhaite, a priori sur des métiers plus politiques. Donc il y a vraiment des passerelles entre les différentes filières du ministère qui font que c'est d'autant plus intéressant d'envisager de passer les concours ou de rentrer par l'une des voies d'accès. Voilà, je laisse la parole, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je laisse la parole voilà, aux autres collègues. Et je serai bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. On va passer à Pierre-Emmanuel, s'il vous plaît, Monsieur Alimel. Merci beaucoup. Et ben, comme Madame Châtel, je suis très content d'être avec vous. Enfin, pas vraiment avec vous, malheureusement, mais un peu quand même. Très content de voir que cette IEP s'est vraiment améliorée depuis que je l'ai quittée. On n'était pas forcément logé à la même enseigne, mais tant mieux, profitez-en. Euh, donc, Pierre-Emmanuel Animel, moi je suis de la promo 2014, dite celle du soldat inconnu. Donc j'étais aussi en master SIGRE. Euh, pour moi, au niveau du stage de 5e année, je suis parti à l'ambassade de France en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et comme Madame Châtel au sein de la chancellerie politique. Et ça, je le dois notamment un petit peu à l'IEP, en tout cas à mes choix faits durant la 4e année de rédiger mon mémoire sur l'Est de la RDC et un mouvement armé qui s'appelle le M23. C'est marrant parce que c'était il y a 10 ans, donc du coup, des fois, l'histoire se répète un peu pour ceux qui suivent l'actualité internationale. Bref, suite à ça, j'ai continué à Kinshasa. Enfin, j'ai enchaîné avec une deuxième expérience là-bas en tant que VSI. Alors attention, je vais utiliser beaucoup d'acronymes parce que j'ai vraiment écumé tous les postes de volontaires possibles et imaginables. Donc j'ai commencé par un poste de VSI, donc volontaire de solidarité internationale, pendant 1 an à Kinshasa, donc où je travaillais au sein d'un réseau d'ONG locales sur la question des enfants des rues de Kinshasa. Par la suite, j'ai, comme Madame Châtel, pris aussi l'option d'un VIA, un VIA au Cameroun, donc également au sein d'un service de coopération et d'action culturelle dit SCAC pour les intimes, où j'ai travaillé particulièrement sur les questions de soutien à la société civile locale, les questions de droits de l'homme également. Et puis, j'ai fini la collection des volontariats par un volontariat des Nations Unies, un VNU, au sein de l'Organisation internationale pour les migrations en Côte d'Ivoire. Par la suite, j'ai continué au sein de cette agence onusienne qui s'appelle donc l'OIM pendant encore plus de 2 ans. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu ailleurs que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai donc postulé pour un poste d'attaché de coopération humanitaire au Consulat général de France à Jérusalem. Alors, avant de continuer, parce que pour le reste, je pense que les autres collègues ici nous parleront de consulats généraux lambda, ou disons standard, si je puis m'exprimer ainsi. Le consulat général de France à Jérusalem n'a de consulat général que le nom, comme le disait si bien l'ancien consul général. Pour faire très rapide, le consul général a rang d'ambassadeur, ce qui n'est pas le cas habituellement pour les consuls généraux, qui sont des consuls généraux.
Ce qui veut dire que le consulat général de France à Jérusalem ne dépend pas, par exemple, de l'ambassade de France à Tel Aviv, qui, elle, s'occupe des questions euh, franco-israéliennes. Le consulat général de France à Jérusalem a trois missions principales. Euh, donc, la première, c'est un rôle de protection des communautés chrétiennes. Je sais que ça paraît vraiment très, très lointain comme histoire, mais effectivement, c'est assez ça date un peu, puisque ça date des histoires de François Ier et de Soliman le Magnifique, donc au 15e, 16e siècle. Bref. La deuxième fonction, c'est quand même une fonction consulaire pour les Français de passage, donc évidemment tous les Français de passage à Jérusalem, notamment les pèlerinages religieux, et puis d'assistance aux Français sur place, la très grande majorité des Français sur place étant des binationaux franco-israéliens. Et enfin, la troisième mission, c'est une mission de représentation politique auprès de l'autorité palestinienne, et en plus de cette représentation politique, toute une politique de coopération au développement et de soutien humanitaire. Voilà, j'arrive enfin à ce qui nous intéresse. Donc, au sein du Consulat général de France, moi, je travaillais donc également dans un SCAC, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut vraiment penser ce consulat général comme, en fait, comme, presque comme une ambassade, donc avec tous les services d'une ambassade, et notamment un service de coopération. Et donc, au sein de ce service de coopération, j'étais l'attaché humanitaire, en gros, en charge du suivi, de l'analyse de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens, euh, donc en Cisjordanie, à Gaza, le suivi des projets, notamment des projets humanitaires financés par le ministère, et plus particulièrement le centre de crise et de soutien, qui est là, on va dire, le bras armé du ministère dans tout ce qui est gestion de crise et soutien humanitaire. Euh, la coordination avec les autres bailleurs sur place, le travail de coordination, d'échange avec les Nations Unies, et enfin le soutien également aux ONG, enfin aux organisations de la société civile locale, aussi bien des organisations palestiniennes, mais également israéliennes. Je me demanderai peut-être pourquoi, et je vous répondrai, puisque j'ai oublié de le signifier tout à l'heure, que une des particularités du consulat général, c'est de couvrir à la fois donc les territoires palestiniens, Cisjordanie et Gaza, mais également l'intégralité de Jérusalem, puisque la position de la France est toujours aujourd'hui de ne pas reconnaître de souveraineté sur la ville de Jérusalem, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. On ne reconnaît pas de souveraineté. C'est ce qu'on appelle le corpus separatum. J'ai dit le nom en latin, ça suffit, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais on pourra toujours en parler plus en profondeur un autre jour si vous souhaitez. Voilà un peu ce que j'avais, ce que je faisais moi là-bas. Ce que j'en retiens, évidemment, sur les aspects, disons, enfin, intéressants, c'est bah, c'est un poste assez, j'irais à nul autre pareil pour pas utiliser des grands mots, mais c'est vrai, il y a vraiment un environnement qui est assez unique et qui du coup fait on est toujours un petit peu, entre guillemets, sur la brèche. Madame Châtel parlait de gestion de crise. On a eu à gérer pas mal de crises sur les 3 années et demie que j'ai passées là-bas. Évidemment, depuis octobre 2023, vous imaginez bien que la situation est très particulière. Les premières semaines, pour nous, ça ont été notamment, première semaine, premier mois même, euh, ont été vraiment dévolus à la situation dans Gaza, et notamment au soutien à nos collègues de l'Institut français à Gaza, et de pouvoir les faire sortir de Gaza. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Et puis les quelques Français qui étaient encore sur place, notamment les humanitaires. Euh, donc voilà, ce contexte-là, il est à la fois, je dirais, euh, source d'énormément de contraintes et de difficultés, mais en même temps, c'était
voilà, une expérience de travail extrêmement enrichissante et je dirais assez unique. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas. Et pour clore ça, juste pour signaler que, contrairement à Madame Châtel, moi, j'ai jamais passé de concours, donc j'ai été là-bas en tant que personnel contractuel. Donc, on peut passer de stage AVI à des CDD. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fini, ben, vous êtes libre de faire autre chose. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez fini, il faut trouver autre chose. Ça tombe bien, je suis actuellement en recherche d'autre chose. Voilà pour conclure mon propos. Merci à vous et puis ben, au plaisir d'échanger tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Agnimel. Nous allons passer à Madame Margot Gallo. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, donc Margot Gallo, je suis diplômée de la promo Jacques Brel. J'ai une petite particularité, c'est que je suis une FIFE. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais voilà, j'étais dans la filière franco-espagnole. Donc, je passerai rapidement sur mes deux premières années à Sciences Po. C'est surtout quand je suis partie pour ma première année à Salamanque. J'ai profité de cette année pour commencer à apprendre le portugais parce que je parlais déjà l'espagnol et que j'avais des visées sur le continent sud-américain. Et qui dit sud-américain, il me manquait quand même une langue, c'était le portugais. Donc j'ai commencé à apprendre le portugais durant cette année-là. Et je suis partie pour un premier stage à Rio, où j'ai travaillé pour une ONG pour l'insertion professionnelle de jeunes des favelas. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le Brésil et donc du coup, après, j'y suis retournée régulièrement. J'ai fait des stages et je me suis rendu compte que au Brésil, c'était aussi un peu compliqué parce que la problématique du visa, mais surtout, quand on arrive au Brésil, quand on parle de Sciences Po, on n'est pas forcément reconnu auprès des Brésiliens, mais en tout cas, on fait quand même, on parle à la communauté française. Donc, je me suis rapprochée de plus en plus de la communauté française. J'ai travaillé pour un petit journal français sur place, qui m'a permis par la suite d'écrire un livre sur la ville de Rio. Et surtout, ça m'a permis aussi de me faire un réseau et j'ai pu réaliser mon stage de fin d'études dans une agence qui organisait le plus grand festival de cinéma français dans tout le Brésil. Et j'étais en charge de coordonner ce festival dans plus de 50 villes du pays, mais aussi de coordonner des ateliers parce qu'il y avait tout un volet social durant ce cinéma. Et après, j'ai réussi un autre emploi qui était dans l'organisation d'événements pour les entreprises francophones au Brésil. Mais là encore, j'ai été confrontée à la problématique du visa. Donc, j'ai dû rentrer en urgence, entre guillemets, en France. Et comme j'en avais pas fini quand même avec le Brésil et que ça a continué de me titiller, j'ai souhaité y repartir. Et pour cela, j'ai candidaté. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai candidaté de longs mois pour obtenir un VIA. J'ai eu un premier entretien pour un poste de chargé de coopération culturelle au consulat général de Récif. J'étais dans la shortlist et je ne l'ai pas eu. Mais j'ai pas désespéré. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est important aussi. Il faut faire preuve de persévérance. Donc, j'ai continué de postuler et j'ai eu un autre entretien après pour le poste de responsable de communication et relations publiques au consulat que j'ai obtenu. Et je suis donc partie un an à Récif, au consulat général de Récif. Et il faut savoir que le consulat général de Recife, il couvre toute la partie nord-est du Brésil, donc c'est beaucoup. J'étais surtout en binôme avec le consul. Je travaillais beaucoup avec le consul, mais aussi avec son secrétaire. Et comme j'étais dans la communication, j'étais aussi amenée à travailler en fait avec tous les acteurs du consulat, mais aussi avec tous les acteurs français de la région du Nord-Est.
Donc, ma principale mission, ça a été vraiment aussi de suivre, de mettre en place des stratégies de communication avec le consul pour le poste, pour le consulat général, de participer à des événements, d'organiser des événements et faire beaucoup de veille, des notes. Donc, ça a été une année très, très riche. Ça a été donc, oui, un an très riche. Et après, je suis rentrée en Europe. Alors, pour rien vous cacher, j'ai tenté les concours. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que je ne les ai pas eus, mais je ne désespère pas. Un jour, peut-être, je les aurai. Mais voilà, tout n'est pas une ligne droite. Donc, il faut surtout pas se démotiver, continuer de travailler. Là, pour le moment, j'ai rejoint plutôt le domaine de la santé. Et voilà, je suis en Espagne, mais je me déplace régulièrement en France, en Belgique et en Suisse. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gallo. Nous allons passer à Mademoiselle Lucie Storch. Oui, bonjour. Je suis Lucie, diplômée de la majeure communication et médias il y a très peu de temps, en 2023, en filière franco-allemande. Et je suis actuellement chargée de mission presse au consulat général à Munich. Je suis en VIA. Là, enfin, j'ai commencé en septembre 2023, j'y suis jusqu'en août cette année. Et je ne sais pas si tout le monde est vraiment, enfin, connaît très bien le dispositif du VIA. Je vais simplement dire quelques mots dessus. C'est enfin, une mission d'1 à 2 ans, généralement 1 an renouvelable 1 an, réservée aux jeunes de 18 à 28 ans au début de la mission. Et ça permet donc de travailler pour les services de l'État à l'étranger, donc principalement en ambassade, consulat, institut français, etc. Toutes les offres sont recensées sur le site de Business France. Tout passe par ce site, comme pour les VIE, parce qu'en fait le VIA est le pendant public du VIE en entreprise. Et donc tout se passe sur le site de Business France. Et généralement, après la candidature, il y a un premier entretien avec les RH du ministère à Paris. Ensuite, une shortlist est établie et il y a un deuxième entretien avec les supérieurs hiérarchiques directs. Donc, dans mon cas, c'était la consul générale qui était en poste à ce moment-là. Les offres sont en ligne plusieurs mois à l'avance, généralement 6 mois, je dirais. Et les processus peuvent être assez longs. Dans mon cas, ça a été plutôt rapide, mais je sais que ça peut être un peu long. Donc voilà, c'est à savoir. Et enfin, comme les autres l'ont dit, il ne faut pas désespérer et puis persévérer dans ces candidatures. Pour ma part, enfin, j'ai toujours été très attirée par le MEAE et j'avais le VIA un peu dans un coin de ma tête. Euh, mais bon, je n'avais pas vraiment de plan concret. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en communication, axé sur le marché franco-allemand. Et en fait, c'est pendant mon stage de fin d'études que j'ai vu cette offre qui, en fait, me correspondait parfaitement et répondait à, enfin, vraiment à mes souhaits parce qu'elle liait à la fois le franco-allemand et un aspect communication et presse, même si mes tâches vont au-delà de ça, j'en dirai quelques mots après. Euh, donc, euh, donc voilà, et j'ai pas effectué de stage au MEAE avant, donc voilà, c'est bien la preuve que c'est pas un prérequis pour décrocher un VIA. Mais tout dépend évidemment des postes et euh, dans mon cas, les compétences recherchées étaient avant tout la maîtrise de l'allemand et des bonnes capacités de rédaction, parce que c'est un poste dans lequel on écrit beaucoup. Donc pour ce qui est du consulat général à Munich, donc il s'inscrit dans le réseau de la France en Allemagne, qui est très important, euh, vu que la relation franco-allemande est très particulière.
Et le consulat a un rôle aussi très important en Allemagne parce que la Bavière est un land de grande importance pour l'Allemagne et pour la France dans la coopération bilatérale. Il y a le consulat est divisé entre une chancellerie consulaire qui s'occupe de l'administration des Français de l'étranger. Mais ça, je ne le suis pas de très près. Moi, je suis dans la chancellerie politique qui est composée du consulat général, du consul général adjoint, de l'assistante du chef de poste et de moi. Donc on est une équipe assez restreinte, mais c'est en fait, selon moi, ce qui fait aussi tout l'intérêt oui, tout l'intérêt du poste pour moi, vu mon statut, c'est qu'on a une grande diversité de missions et une transversalité que je n'aurais pas forcément eu, je pense, dans une plus grande structure. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mes missions donc, sont assez proches de celles de Margot, puisque je m'occupe de la communication et de la presse. Donc, il y a l'aspect réseaux sociaux, site internet, relations avec les médias, veille presse sur les sujets de politique intérieure, mais pas que. Je rédige aussi les discours du consul général, ce qui me permet en fait de toucher à des sujets très variés et très intéressants. Il y a aussi le suivi de la politique intérieure bavaroise, qui est un gros morceau, donc qui est aussi lié au suivi, enfin, à la veille presse, et la rédaction de notes, justement, sur ces sujets de politique intérieure. Donc moi, depuis septembre 2023, j'ai eu la chance d'avoir à la fois, de pouvoir suivre les élections fédérales qui se sont tenues il y a peu et des élections régionales en octobre 2023. Donc à chaque fois, j'ai suivi la campagne électorale en Bavière pour en rendre compte à Berlin et à Paris. Donc voilà, c'était très intéressant. Et j'ai aussi un suivi des relations franco-bavaroises dans les différents domaines. Donc c'est très varié. Et il y a aussi un aspect de préparation de l'accueil des délégations françaises en Bavière, donc les autorités françaises en déplacement en Bavière. Et ça, c'est surtout autour d'un grand temps fort pour le consulat, qui est la conférence de Munich sur la sécurité, donc au mois de février. Et c'est vrai que ça nous occupe beaucoup en début d'année et c'est toujours très intéressant. Et voilà, enfin, un rendez-vous très important. Et sinon, il y a aussi des missions consulaires ponctuelles, donc en soutien à la chancellerie consulaire. Ça a été le cas surtout pendant les élections en 2024, où j'ai été amenée à participer à la préparation des scrutins et à la tenue des bureaux de vote. Donc voilà, c'est très polyvalent et je dirais que c'est vraiment la principale caractéristique de ce travail. Et voilà, il faut vouloir et aimer toucher à plein de missions et plein de thèmes différents. Voilà, c'est particulièrement polyvalent et peut beaucoup varier selon l'actualité et les demandes de Berlin et de Paris, bien sûr. Donc voilà. Et c'est vrai que je l'observe aussi, en fait, même chez mes supérieurs, donc le consul général et son adjoint, ils sont amenés à faire des missions très, très variées. Et voilà, ça appelle une grande flexibilité et polyvalence. Bon, ensuite, enfin, je peux que recommander le VIA. C'est, je pense, une un très bon moyen de découvrir le travail concret en ambassade et en consulat, notamment quand on réfléchit à passer les concours du quai, mais pas que. Et c'est une très bonne occasion de découvrir tout ça. Et voilà, je connais uniquement des personnes qui ont été très contentes de leurs expériences. Donc voilà, en tout cas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le VIA. Et
plus largement aussi sur le travail en communication dans un consulat. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, mademoiselle Storch. Merci à vous quatre. Nous allons donc avoir là un temps d'échange d'environ 30 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Nous viendrons avec un micro dans un premier temps. Sinon, nous, personnellement, nous en avons pour commencer, pour lancer la chose. Bon, on va justement commencer par vous, Lucie, vous qui venez de finir. Euh, Postuler à un VIA, vous nous avez un peu expliqué comment cela se produisait. Auriez-vous, nous avons quand même ici, j'ai cru reconnaître des têtes de quatrième année et nous avons normalement une cinquième année qui nous suit aussi à distanciel. Euh, Lucie, mais aussi vous en ligne qui avez postulé pour un VIA, auriez-vous justement quand même des conseils en règle générale lorsqu'on postule dans un consulat justement avec un VIA? Bon, ça, c'est forcément enfin, très différent selon le VIA visé. Mais je pense que comme pour tout, en fait, il faut avant tout montrer la motivation et voilà, l'intérêt que suscite le VIA et mettre en valeur son expérience à l'étranger, puisque enfin, tous les étudiants de Sciences Po Lille en ont une, que ce soit en filière internationale ou en filière générale. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous distinguer. Voilà, il faut valoriser ça et puis également l'aspect interdisciplinaire parce que c'est vrai que ça on l'entend beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression d'avoir entendu que ça pendant mes 5 ans à Lille. Mais c'est vrai, en fait, la pluridisciplinarité est vraiment un atout et permet de s'adapter euh, voilà, et d'être opérationnel pour un VIA. Donc oui, ça serait mes deux conseils. Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner sur d'autres questions. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a d'autres. Oui, super. Bon, bah, on va enchaîner avec les questions de la salle. N'hésitez pas à vous lever dans la salle, à vous présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Nessun, je suis étudiant en FIFA pour le contexte et je voulais savoir pour Stoch, quel bachelor vous avez pris en deuxième année et si vous avez fait votre cinquième année de master à Lille ou à Münster et si vous pensez que ça a du coup eu un impact quelconque ou si ça a aidé pour justement le cadre du VIA ou du student en général. Merci. Alors, la première partie de la question, c'était les cours en deuxième année, c'est ça, à Münster? Oui. Alors, j'ai suivi le parcours communication. Enfin, c'était, oui, on avait 3 parcours. Donc, ouais, communication deuxième année. Euh, et, euh, et puis, j'ai fait ma cinquième année à Lille. Donc, un stage de fin d'études dans un cabinet de communication franco-allemand à Paris. Je pense effectivement que pour le VIA, euh, c'était beaucoup mieux de faire comme ça parce que la cinquième année à Münster est vraiment orientée recherche. Enfin, c'est moins, enfin, ça aurait été moins pertinent en tout cas dans mon cas, je pense. Et mon stage de fin d'études, qui est en soi très différent de ce que je fais actuellement, m'a beaucoup aidé, notamment pour le suivi des journaux, enfin, des médias locaux, parce que je faisais beaucoup de veille dans cette entreprise et ça m'a voilà, vraiment enfin, donné les clés pour réussir là-dedans. Et voilà, donc je pense que pour un VIA, en tout cas dans le cas de la filière franco-allemande, faire sa cinquième année avec un stage de fin d'études est quand même plus pertinent. Je ne sais pas si Madame Châtel, Madame Margot ou encore Monsieur Agnimel a envie de rajouter quelque chose concernant cela ou...
Moi, si je peux me permettre, sur les candidatures pour les VI, comme les VI sont extrêmement sélectifs, je vous recommanderais de viser assez large au niveau de vos candidatures, de ne pas vous décourager si vous n'avez pas de réponse et de poursuivre, de persévérer dans vos candidatures et de ne pas hésiter à viser des pays auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé a priori, des pays un peu difficiles, des pays un peu plus éloignés, parce que ce sont des expériences vraiment très enrichissantes et que vous aurez plus de facilité à avoir en début de carrière et dont vous vous souviendrez en fait tout au long de votre vie professionnelle. Et parce que c'est plus facile de partir dans un pays difficile quand on a 22 ou 23 ans et qu'on est assez libre et seul, plutôt que plus tard en couple ou en famille, plus installé. Donc voilà, je vous recommanderais je vous donne ce conseil. Et en tout cas, moi, j'étais très heureuse de mon expérience au Bangladesh et je recommande de viser ce type de destination aussi. Super, merci beaucoup. J'ai vu que d'autres questions étaient disponibles dans la salle, donc n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Naël, je suis en filière générale en première année et je me demandais si les consulats disposaient de services de sécurité à part entière dans lesquels on peut postuler directement après Sciences Po. Peux-tu reposer ta question, je pense. Est-ce que les consulats disposent de services de sécurité à part entière dans lesquels on peut postuler directement après Sciences Po? Euh, Allez-y, allez-y. non, mais je laisserai Madame Châtel compléter au besoin. Mais alors, service de sécurité, vous entendez quoi par service de sécurité? Par exemple, on m'a parlé du fait qu'il y avait des services de sécurité dans les ambassades ou ce genre de choses qui travaillent en gros à la sûreté de l'État français, mais sur ces petites parcelles de territoires qui sont enclavés en fait dans d'autres pays. Et voilà, je pense par exemple au lien avec le renseignement. Est-ce que voilà, il existe d'autres ou est-ce que les consulats gèrent pas du tout ça et ça n'a rien à voir? Non, d'accord. Alors, je suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi, mais en gros, ce qui se passe, on va dire, autour d'une emprise diplomatique, en tout cas pour mes expériences, hein, euh, j'ai- pour schématiser un peu ce qui se passe autour, il peut effectivement y avoir dans les pays, disons, plutôt un peu plus compliqués, alors des entreprises privées de sécurité, mais dans ces cas-là, c'est vraiment c'est en gros du gardiennage. Après, pour tout ce qui est de la sécurité au sein des emprises, à l'intérieur des emprises diplomatiques, là, effectivement, c'est un service, oui, enfin, c'est globalement notre gendarmerie française qui assure notre protection et la sécurité des emprises diplomatiques et la sécurité des personnels. Encore une fois, ça peut peut-être changer selon les pays. En tout cas, c'est ce que j'ai connu aussi bien dans les pays africains où j'ai été et à Jérusalem. Donc là, voilà. Donc il y a des gendarmes. Après, si vous voulez parler d'autres services qui font de l'intelligence, c'est encore une autre chose. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous recherchiez comme réponse. J'espère que j'ai un peu aidé. Ah bon. Il y avait le même Il a dit que c'était bon. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis en filière franco-allemande dans la majeure affaires publiques en Europe. J'ai une question pour Madame Châtel. Vous avez parlé, vous avez passé vous le concours de catégorie B au Quai d'Orsay et vous avez parlé après d'un basculement sur les métiers de la catégorie A. Et j'ai pas compris en fait si c'est un basculement qui se fait une fois qu'on est au Quai d'Orsay et qu'en fait on peut basculer sur ces métiers-là ou si ça nécessite quand même de repasser le concours. Alors, pour ma part, en fait, il y a deux voies ensuite pour évoluer au sein du ministère d'une catégorie à une autre.
Donc, soit au bout de 4 ans de service public, vous avez la possibilité de passer les concours internes, qui restent des concours extrêmement sélectifs avec très peu de place. Et bien sûr, vous avez par exemple, dès que vous passez un concours de catégorie inférieure, vous pouvez, sans attendre les 4 ans de service public, vous pouvez continuer à présenter le concours externe si vous le souhaitez. Mais donc, au bout de 4 ans de service, vous pouvez vous présenter en interne. Et sinon, il y a la voie des promotions, donc qui peuvent intervenir généralement à partir de 10-12 ans de carrière. Donc moi, je suis passée en catégorie A l'an dernier par la voie de promotion. Mais c'est le cas de de beaucoup de collègues qui sont rentrés avec moi au même moment en catégorie B. On est maintenant vraiment, je dirais, une bonne moitié des collègues sont passés en catégorie A, soit par les concours, soit par la promotion. Question suivante. Bonjour et merci pour votre présentation. Je m'appelle Fanny, je suis en deuxième année de filière générale et j'aimerais savoir si vous avez un peu des conseils pour trouver un stage en dehors du circuit classique du ministère des Affaires étrangères pour une mobilité mixte, donc pour le stage de 6 mois. Est-ce que c'est possible de répéter la question, s'il vous plaît? Pour les mobilités mixtes, la partie stage, est-ce que vous auriez des conseils pour trouver un stage, mais pas forcément via le site du ministère des Affaires étrangères? Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des conseils sur comment faire? Est-ce qu'il faut regarder à minuit? Est-ce qu'il faut envoyer des messages LinkedIn sur ce genre de choses? Donc, peut-être pour monsieur, enfin il me semble que à Agné, vous avez trouvé un stage pour votre mobilité mixte dans le domaine de la diplomatie. Alors, euh, simplement, enfin, sur les stages, une chose est sûre, c'est que les stages du ministère sont uniquement sur la plateforme Pass. Enfin, il n'y a aucun moyen, enfin, par LinkedIn ou quoi que ce soit, il n'y a pas de candidature directe au consulat ou aux ambassades. C'est uniquement sur la plateforme. Donc, enfin, si c'était ça la question, en tout cas, voilà, c'est uniquement là-dessus. Et il n'y a pas d'autre voie, et ça peut même être contre-productif, je pense. Voilà, enfin, pas de candidature spontanée. Voilà, bon, sur Pass, mais il y a tellement d'offres. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres de stage tout au long de l'année sur Pass. Donc, je pense que pareil, comme pour les VIA, il faut multiplier les candidatures, viser très large, et puis voilà. Euh, oui, justement, je vais répondre aussi à ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui essayent de passer autrement que par passe pour postuler dans des ambassades et dans des consulats. Ils se font refuser. Il faut passer par le site, ça ne sera pas autrement. Donc, moi, j'avais une question pour Madame Gallo. Par curiosité, j'aimerais bien savoir si c'est par vos expériences au Brésil que vous avez après, que vous êtes dirigé vers le domaine de la santé actuellement. Alors, si mes expériences avec le Brésil ont eu un lien avec mon travail actuel, c'est ça? Oui, c'est Non, ça. Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Alors après, chaque expérience est importante et gratifiante, mais est-ce qu'il y a un lien? Pas forcément. Donc, non, après, on, on retient toujours des enseignements de ces expériences passées, le fait aussi de pouvoir parler couramment maintenant portugais, d'avoir aussi travaillé dans un consulat, c'est aussi un gage aussi de fiabilité. Donc forcément, après, sur le marché du travail, c'est vrai que on est un peu plus reconnu, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais est-ce qu'il y a un lien? Pas vraiment, non. Merci beaucoup, Madame Gallo. Y aurait-il d'autres questions dans la salle? Oui.
Bonjour. Moi, c'est une question plutôt simple. Je voulais juste savoir s'il faut obligatoirement être français pour travailler dans un consulat français. Alors, encore une fois, je laisserai peut-être Madame Châtel compléter au besoin. Mais en tout cas, pour ce qui est des VIA, enfin du VIA, le VIA est bien ouvert, donc, si mes souvenirs sont bons, aux ressortissants des pays de l'Union européenne. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être français, en tout cas pour espérer obtenir un VIA. J'ai souvenir d'une VIA en Afrique du Sud qui était de nationalité allemande. Enfin, on s'en fiche, mais pour dire que c'est possible quand on n'est pas français. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, je voulais aussi compléter en disant que nous avons beaucoup de collègues qui sont binationaux. Et ça n'est pas un problème. Voilà. Question suivante. Non. Oui. Je m'appelle Eugénie, c'est une question pour Madame Gaillot. Je suis étudiante en quatrième année en CIG et j'aimerais faire une césure l'année prochaine au Brésil notamment. Et c'était une question pour savoir si vous aviez pas des contacts, mais des institutions vers lesquelles je pourrais me rapprocher pour ce stage de césure de 6 mois. Alors des contacts comme ça, il faudrait que je sache où est-ce que vous voulez faire votre année de césure. Est-ce que vous avez un domaine de prédilection? Après, il faut que on pourra, si vous voulez en parler en privé, on pourra en discuter toutes les deux en privé. Après, il faut savoir que le Brésil, c'est quand même aussi un pays qui est compliqué, notamment pour des questions de visa. Ça a été très compliqué pour moi, cette problématique du visa. Après, comme ça, là, tout de suite, vous me prenez un peu de cours, donc je ne sais pas comment je peux vous aider, mais on peut en parler toutes les deux à part. Peut-être je peux vous orienter. J'aurais tendance à vous dire, dans un premier temps, rapprochez-vous des entreprises ou des institutions françaises. Je pense que c'est toujours une bonne porte d'entrée. Est-ce que vous connaissez du monde, vous aussi, là-bas au Brésil? Est-ce que vous parlez bien portugais? Quelle est la ville que vous recherchez? Il y a plein de petites choses, plein de petits facteurs à prendre en compte. Mais avec plaisir, vous me contactez sur LinkedIn et on peut en discuter. Merci beaucoup pour cette réponse. Y aurait-il d'autres questions dans la salle? En tout cas, nous, on en avait une un peu particulière destinée à Monsieur Agnimel, justement par rapport à votre poste. Étant donné ce qui s'est passé justement en octobre 2023, que pouvez justement vous nous dire sur votre expérience à Jérusalem, sur une zone de conflit telle qu'elle a pu être? Et c'est des sujets qui attirent justement beaucoup de débats où on peut se poser certaines questions. Qu'est-ce qui vous a attiré et quelles leçons, expériences vous en retirez? Je sais que c'est une question un peu compliquée et il faut réussir à être analytique et merci. Ouais, bah merci. Non, non, bah, on va rester dans ça va être rapide, mais disons que c'est une période effectivement. Je parlais tout à l'heure de gestion de crise. Et disons, c'est de la gestion de crise un peu à tous les niveaux, au niveau professionnel évidemment, mais aussi au niveau personnel, parce que il y avait une situation, notamment dans les premiers mois, qui était quand même extrêmement tendue, où on avait beaucoup de restrictions aussi en termes de déplacement. Donc c'était voilà, c'est pas forcément les moments les plus, je sais pas comment dire ça bien, les plus sympathiques, mais sympathique n'est pas du tout le bon terme, mais enfin vous m'avez compris. Mais voilà, il faut essayer de trouver un peu un équilibre entre justement il y a beaucoup plus d'attentes au niveau du professionnel. Il y a eu disons un intérêt
politiques des plus hautes autorités de l'État français, pas de l'État français, mais en ce qui nous concerne, nous, de l'État français. Donc, ça veut dire pouvoir anticiper, préparer des visites de niveau ministériel, donc euh, préparer ce qu'on peut appeler des séquences. Donc, on peut avoir des séquences politiques, des séquences, dans mon cas, humanitaires. Donc, c'est voilà, réussir à trouver les bons interlocuteurs, organiser des rendez-vous qui puissent se caler dans les agendas souvent surchargés des ministres en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc voilà, c'est plein de choses euh, assez, assez inédites et pas toujours évident dans un contexte, encore une fois, qui, je dirais, même avant octobre 2023, n'était pas des plus, des plus faciles et qui, depuis, est devenu assez un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, mais je sais pas, il faut prendre un peu le pli. On a de la chance d'être, profiter d'avoir des collègues sympathiques et bienveillants, et puis être un peu aussi, pour ceux qui le peuvent, être entouré aussi en dehors du travail, parce que je pense que c'est important aussi de trouver quelque part, dans une certaine mesure, un tantinet un peu d'équilibre, quoi. Voilà. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup pour votre réponse. J'aurais après une autre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Non, donc je vais poser la mienne. Pour Lucie Storch, justement, vous nous avez dit que vous êtes diplômée du master COM. Euh, et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est après avoir postulé dans ce master que vous avez compris que vous voulez travailler dans les métiers consulaires ou c'était avant? Et quels conseils vous pourrez donner, par exemple, à des première, deuxième année, troisième année qui vont pas forcément faire SIGRE, mais que bah, justement, même avec d'autres masters tels que CM, ils peuvent après envisager de travailler dans des métiers diplomatiques. Alors, j'ai pas choisi ce master en ayant l'idée d'aller dans un consulat par la suite, parce que ça, en fait, ça s'est vraiment fait avec l'opportunité. J'avais pas du tout de plan précis. Enfin, je pensais au VIA, mais c'était pas particulièrement ça. Et enfin, particulièrement je savais pas trop voilà, ce qui se présenterait. Et en fait, ben, dans mon cas, c'était vraiment enfin, presque le hasard. Enfin, le poste était libre au bon moment et ça correspondait pleinement à ce que je voulais. Mais voilà, enfin, je pense que chaque master a ses forces pour se préparer à ce genre de métier. C'est sûr que voilà, enfin, à chaque fois, il y a des aspects qu'on retrouve dans ces carrières. Mais c'était, enfin, je veux dire, c'est pas forcément la voie royale, enfin, le master que j'ai choisi, c'est pas forcément celui qui prédestine le plus à ces métiers. Mais moi, enfin, dans mon poste, ça correspond totalement. Et puis, je, même si j'adore mon travail actuellement, je prévois pas nécessairement de passer les concours par la suite. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais voilà, enfin, il n'y avait pas de plan prédéfini quand j'ai choisi mon master pour le VIA. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public? Non. Sinon, on voulait, bah, pour terminer cette conférence, déjà, on vous remercie à nouveau pour votre présence et pour vos réponses. Est-ce que vous avez un dernier conseil aux étudiants qui nous écoutent, ou sinon une dernière chose que vous voulez partager sur vos expériences, bah, vous quatre? Ben, moi, une des choses que je dirais, c'est de surtout rien lâcher, de persévérer, notamment par rapport au VIA. Surtout, vous allez essuyer des refus. Si vous n'en essuyez pas, vous avez de la chance. Mais sinon,
persévérer, candidater. N'hésitez pas aussi à faire lire vos CV à vos amis de promo. Parfois, ils voient des choses que vous ne voyez pas. Et puis, courage, mais tout ira bien. Il n'y a pas de souci. Quand on sort de Sciences Po Lille, il y a pas de problème. Ouais, bah, un peu pour faire écho à ce que disait Margot, oui, je pense que être, euh, être patient, je pense que c'est très important. C'est bête à dire, mais vraiment, enfin, on parlait des VIA. Moi, le premier VIA pour lequel j'ai postulé, enfin, entre le premier VIA pour lequel j'ai postulé et le VIA que j'ai eu, je pense que ça a pris je pense bien un an, une bonne année, voire un an et demi, pas exactement. Donc voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Et puis sur le CV, encore une fois, pour rebondir là-dessus, euh, c'est bien de se mettre en valeur dans un CV, mais c'est bien aussi de savoir où sont nos compétences et où ne sont pas nos compétences. Je le dis parce que, notamment dans des recrutements de stagiaires, on a des fois face à nous des gens qui n'ont entre guillemets pas grand-chose à vendre et c'est normal, c'est pas grave. Mais du coup, il faut pas non plus, sans s'inventer une vie, mais il faut pas trop pousser non plus, quoi. Je veux dire, quand on parle anglais, on parle anglais. Quand on baragouine anglais, on parle pas anglais. Enfin, c'est bête à dire, mais vraiment, il y a des petites choses comme ça, des fois, où quand on a face quelqu'un qui annonce qu'il est C1 ou C2 en anglais et qu'il a du mal dès la deuxième question, eh ben, franchement, ça fatigue, quoi. Donc, voilà, il faut être, soyez juste envers vous-même. Soyez pas trop dur, mais soyez pas trop non plus trop gentil envers vous-même, quoi. Ça, c'est, je pense que vraiment un bon CV, c'est important. Et encore une fois, je vais faire le mec ballot, mais une belle lettre de motivation, correctement rédigée, idéalement sans trop d'aide informatique et autres intelligence artificielle, ça peut faire la différence. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est bien les gens qui savent rédiger et les gens qui savent expliquer pourquoi eux plutôt qu'une autre. Enfin, je sais que c'est le but d'une lettre de motivation, mais souvent les gens sont oh, une lettre de motivation, je peux en faire une, je peux en faire 10, je peux en faire 15. Non, si vous avez un poste sur lequel vous voulez aller dans un pays, vous avez peut-être quelque chose à dire sur ce pays, vous avez peut-être quelque chose à faire valoir dans votre expérience, que ce soit une langue, même un voyage, n'importe quoi, mais quelque chose qui peut vous rapprocher et ça se sentira toujours dans une candidature quand la personne a quelque chose de vrai un peu à donner. Donc voilà, je sais que c'est très ballot ce que je dis, mais vraiment, ça peut valoir le coup d'essayer de jouer le jeu à fond et pas de se lancer dans des j'ai envoyé 60 candidatures en une journée, je suis trop fort. Et au final, j'ai fait un copier-coller sur 60 candidatures. Ça a quand même peu d'intérêt. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous quatre, en tout cas. Ah, Madame Châtel, vous vouliez rajouter quelque chose? Bon, je partage tout à fait voilà, les conseils qui ont été donnés par les autres. Et moi, je dirais aussi peut-être de ne pas hésiter à explorer toutes les voies d'accès, donc les stages, les VI, les concours, les CDD. Et ne pas hésiter non plus vraiment à se renseigner assez tôt sur les concours si ces parcours vous intéressent, parce que je pense que plus on les passe jeunes, plus c'est facile. Euh, et on le comprend pas forcément tout de suite quand on est dans les études, mais en fait, c'est vrai. Et donc, ne pas hésiter à vous inscrire au concours, même dès que vous arrivez à Bac+3 ou dès la fin de de vos études, ne pas hésiter à vous inscrire tout de suite au concours si ça vous intéresse. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de vous entraîner et c'est plus facile en sortie d'études que quelques années plus tard. Voilà. Et j'aimerais simplement ajouter aussi un point sur les stages et VIA. Je pense aussi qu'il est important de ne pas tout miser là-dessus. Enfin, il y a plein d'autres choses super intéressantes qu'on peut faire en sortie d'études. Et le VIA peut être après. Bon, c'est vrai que même si le VIA est souvent associé à à la sortie d'études, c'est ouvert jusqu'à 28 ans au premier jour de la mission. Donc, ça peut être quand même après
une ou plusieurs expériences professionnelles. Donc voilà, il ne faut pas tout miser dessus non plus et désespérer si ça ne marche pas. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être très bien valorisées à la fois dans vos candidatures pour les VIA et pour votre parcours personnel. Voilà. Super, mais merci beaucoup en tout cas à tous les quatre pour cet échange enrichissant. J'espère que l'Assemblée, l'amphi devant nous est tout aussi content que nous. En tout cas, nous avons un agréable plaisir d'animer cette conférence. Donc, je vous remercie énormément et je vous dis à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée à Au tous. revoir. Au revoir.